Bonjour Éric Nolot, Bonjour, bienvenue sur Livre Noir. merci beaucoup. Alors la tradition de l'émission, c'est de commencer par une citation. Pour vous, j'ai choisi tout spécialement Houellebecq. De nos jours, tout le monde a forcément, à un moment ou un autre de sa vie, l'impression d'être un raté. Alors vous, à qui tout a réussi, est-ce que ça vous arrive de vous dire « mais je suis passé à côté de ma vie » ? Ben oui, parce que je suis passé à côté de ma vie, parce qu'à 15 ans, comme tous les gamins de 15 ans, en tout cas tous ceux que je connaissais, nous voulions être Dominique Rocheteau. Et je ne suis pas devenu Dominique Rocheteau, j'ai toujours été un aimable joueur du dimanche, mais c'est important les joueurs du dimanche. C'est la masse d'où émerge l'élite qui finit par gagner une Coupe du Monde, et même deux pour ce qui concerne la France. Oui, de ce point de vue-là, j'ai raté ma vie, je ne suis pas devenu Dominique Rocheteau. Et la littérature ? La littérature, elle est venue en même temps que le football. C'est deux passions qui ont été parallèles. Mais je dois dire que j'ai toujours été beaucoup plus du côté de l'admiration plutôt que dans l'idée de me dire je vais devenir Proust un jour, ou Musil, ou même Bazin que je lisais quand j'étais gamin. Tandis que le foot, comme on le pratique avant en général de pratiquer l'écriture, il y a toujours l'illusion que si on s'entraîne assez fort, que si on court assez vite, on va devenir Rocheteau ou Platini ou Cruyff ou plus tard Maradona. Donc je n'ai jamais eu cette illusion en littérature, ce qui, on y reviendra peut-être, mais ce qui explique que je sois passé à l'écriture romanesque très tard, parce que j'ai longtemps pensé l'écriture comme un exercice d'admiration plutôt que comme une pratique. Alors, admiration ou au contraire répulsion, vous avez écrit en 2005 un pamphlet contre Michel Houellebecq. Alors c'était avant Soumission, avant les attentats de Charlie. Est-ce que vous seriez aussi sévère avec lui aujourd'hui? Et selon vous, qu'est-ce qui explique son succès? D'abord, je voudrais profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour... c'est un scoop mondial. Je n'ai jamais exprimé ma reconnaissance à Michel Houellebecq, puisque c'est en me voyant défendre ce pamphlet dans une émission, je crois qu'il était animé par Michel Field, que la production de Sa balance à Paris m'a contacté. Et je suis devenu chroniqueur parce qu'il m'avait vu donc défendre ce pamphlet. Et l'animateur de Sa balance à Paris, à l'époque, était un certain Laurent Ruquier. Et quand il est parti à On n'est pas couché, il s'est rappelé de moi quand Michel Pollack est tombé malade. Donc je dois beaucoup à Michel Houellebecq. C'est lui qui a lancé ma carrière à la télévision. Non, je n'ai pas changé d'avis. Au contraire, je trouve que plus les livres de Michel Houellebecq s'accumulent, plus ça me donne raison. Vous me parlez de Soumission. Dans Soumission, Michel Houellebecq annonçait l'arrivée d'un président musulman. Ça a été Emmanuel Macron. Donc je trouve que ces dons de prédiction se révèlent assez moyens quand on les regarde d'un peu plus près. Et je n'ai pas changé d'avis. Je pense que c'est un excellent sociologue qui arrive très bien à capter l'air du temps pour en faire des romans. Je trouve que pour mes goûts, c'est un piètre romancier et un piètre écrivain, mais qui correspond à un certain air du temps. Nous sommes un pays qui est saisi par la sensation de son déclin. Nous avons été parmi les grandes puissances, nous avons même dominé l'Europe et donc le monde à une époque. C'est plus le cas. Et Houellebecq nous tend ce miroir un peu déprimant. Il pousse la chose même très très loin. Et je pense qu'il y a un plaisir, on prend un plaisir un peu malsain à lire cette prose désincarnée, cette prose un peu industrielle, d'où est chassée toute idée de beauté littéraire. Ça passera, c'est déjà en train de passer. Dans ses derniers romans, Michel Houellebecq est déjà passé du côté de l'auto-parodie. Écoutez, franchement, je ne mettrai pas ma tête sur le billot que dans 50 ans, on parlera encore de Michel Houellebecq. Je pense que ça passera pour un épiphénomène et nos descendants seront un peu surpris de toute l'attention qu'on a portée à ces livres. Et pourtant, cette année de crise, une grande morosité, on a l'impression que la France est un peu recroquevillée sur elle-même avec ce confinement qui est presque une image peut-être de ce que vit le pays et de ce qu'il révèle ces dernières années. Vous avez de l'espoir pour ce pays aujourd'hui ? J'ai de l'espoir dans la France parce que la France s'est relevée de périodes autrement plus dramatiques. Évidemment que le Covid est un événement dramatique, ça cause beaucoup de décès, beaucoup de gens en gardent des séquelles. Mais même dans l'histoire récente, disons à l'échelle d'un siècle, nous nous sommes relevés d'épreuves autrement plus douloureuses, autrement plus violentes. Donc non, j'ai confiance en la France. Le problème, c'est que il suffit pas d'avoir confiance, il faut que ça soit basé sur des ressources morale et même spirituelle. Or, pour revenir, et j'espère finir sur Houellebecq,
Houellebecq nous propose le contraire. Il nous propose de nous vautrer dans notre morosité, dans notre sentiment du déclin, et surtout il nous propose de barboter pour l'éternité dans la même auge que lui, qui est l'auge du matérialisme. Moi, je crois pas. Je pense qu'il faut tirer de cette vieille histoire qui est la nôtre, des forces de l'esprit, comme disait l'autre, qui sont particulièrement puissantes en France, les forces de l'esprit, pour nous relever. Mais j'en doute pas une seconde. Je sais que l'avenir ne ressemblera pas à un livre de Michel Houellebecq. Justement, vous parlez des forces de l'esprit. Quels sont les auteurs qui ont bouleversé votre vie et qui vous donnent peut-être la force d'agir aujourd'hui et de continuer à vous battre et de garder espoir dans ce pays? Parmi, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui m'ont impressionné, mais je dois dire qu'il y a eu un tournant décisif pour moi avec la découverte du surréalisme, et notamment des livres d'André Breton, L'Amour fou, Nadja, parce que précisément, non pas exactement sur un plan spirituel, encore que moi je trouve que ça s'en rapproche beaucoup, il prouvait que la réalité était doublée d'une enveloppe spirituelle. Le hasard objectif ou tous les grands principes surréalistes, pour moi, ça les ferait hurler, parce qu'ils étaient ils bouffaient du curé, évidemment, mais pour moi, le mouvement surréaliste est un mouvement spirituel, est un mouvement de réenchantement du monde. Et moi, la lecture de L'Amour fou, d'ailleurs je l'ai faite un peu par hasard et assez tôt, ça m'a retourné la tête, ça m'a retourné le cerveau, et je n'ai jamais plus vu le monde de la même manière. C'est pour ça que je suis un contemplatif, parce que j'aime bien essayer de discerner, même dans les situations les plus ordinaires, la doublure de spiritualité qu'on peut en deviner. Mais ça peut être des choses très simples, ça peut être observer des gens au café ou être très attentif à ce qui se passe dans la rue, des petits incidents. Je vois tout à travers un prisme surréaliste qui, pour moi, est à travers le prisme d'une réalité supérieure. Je crois à une réalité supérieure qui n'est pas exactement une réalité religieuse. Mais je pense que les surréalistes n'ont pas osé l'admettre par posture anti-religieuse, mais ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Mais moi, c'est ma forme de religiosité à moi. Donc, vraiment, même si je peux citer Robert Musil, qui a été un auteur extrêmement important pour moi, ou des auteurs moins connus comme Paul Gaden, qui reste une de mes grandes passions. Paul Gaden, de temps en temps, la postérité revient vers lui, puis l'oublie pendant 10 ans. Pour moi, c'est un des très, très grands auteurs du XXe siècle. Mais quand même, je reste surréaliste. Le surréalisme a vraiment... C'est une expression galvaudée, parce qu'on demande toujours quels sont les livres qui ont changé votre vie, puis vous apercevez que les gens, leur vie n'a pas du tout changé, ils ont remis le livre dans la bibliothèque, ils ont repris le cours de leur existence. Moi, vraiment, mon rapport au monde a été déterminé et reste déterminé par la découverte du surréalisme, certainement. Et alors, cette année, vous êtes lancé dans l'écriture d'un roman, Ruse, donc, qui est plutôt un polar. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume, non plus en tant que critique, mais vraiment en tant que romancier ? C'était une histoire que j'avais en tête depuis très très longtemps, mais elle était sous une forme extrêmement primitive. J'avais juste en tête une scène où un homme et une femme, qui autrefois étaient unis, en tant que couple, mariés ou pas, peu importe, se retrouvent. Voilà. Donc c'était le début, et ensuite ça s'est combiné avec d'autres éléments d'imaginaire. Ça s'est combiné avec la Bulgarie, c'est un pays dans lequel j'ai vécu, un pays que j'aime beaucoup, un pays qui a aussi l'avantage d'être très vierge sur le plan littéraire. Il y a très peu de romans français situés en Bulgarie, et il y a encore moins de polars français, ou en tout cas étrangers, situés en Bulgarie. Et je trouve que c'est un avantage, puisque Los Angeles, New York ou Paris sont assez essorés. C'est très difficile quand même de renouveler le genre du polar, du moins dans son cadre géographique. Et puis, il y a un dernier élément, c'est que plus précisément à l'intérieur de la Bulgarie, il y a une ville qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Ruse ou Rousset, ça s'écrit Ruse ou Rousset. C'est la ville natale d'Elias Canetti, qui en est parti très jeune, mais enfin qui reste quand même un auteur bulgare, même s'il a été récompensé par le prix Nobel pour son œuvre en langue allemande. Et j'aime beaucoup cette ville en Bulgarie parce que c'est moitié balkanique, moitié Europe centrale. Il y a quelque chose d'un peu indécis. Il y a le Danube qui sépare la Bulgarie de la Roumanie, mais d'à peine une 50aine de mètres parfois. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui me poussaient vers cette ville. Et j'ai décidé que le périple de mes deux héros commencerait, Serge et Déliana, commencerait à Sofia, mais se terminerait à Rousset. Donc voilà, c'est plusieurs éléments de mon imaginaire personnel qui se sont combinés, et aussi la volonté pour un premier roman, de combiner
des grands thèmes existentiels et universels qui sont l'amour et la mort. Et il y a quelque chose, un autre thème qui me tient beaucoup à cœur et qui travaille ce texte, et à ma connaissance, personne ne l'a relevé, c'est que c'est une variation sur le mythe d'Orphée et Eurydice. Mais très peu, même personne ne l'a remarqué. C'est-à-dire que Orphée sort Eurydice des enfers. La seule condition qui lui est posée, c'est de ne pas se retourner, sinon elle sera changée en statue de sel, et il se retourne malheureusement. Et là, c'est la même chose. Si Serge se retourne vers son passé, c'est-à-dire vers Déliana, ça va mal se passer. S'il la laisse entrer chez lui, parce que c'est un couple séparé depuis plusieurs années, s'il la laisse entrer chez lui pour la protéger de la mafia, leur sort à tous les deux est scellé. Donc c'est une variation un peu souterraine, un peu secrète sur Orphée et Eurydice. Donc comme pour un premier roman, on met beaucoup de choses. C'est les principaux éléments de mon imaginaire que j'ai combinés et développés. Et l'atmosphère balkanique d'Europe centrale est particulièrement bien rendue. Et je me suis demandé justement si c'était la Bulgarie, plus généralement la zone balkanique, qui vous ont mené à la littérature ou l'inverse. Enfin, finalement, j'ai l'impression que vous avez été beaucoup nourri de cette expérience balkanique. C'est assez curieux parce que vraiment, j'étais très jeune lecteur et j'étais très, très attiré par la littérature des pays de l'Est. Avant de découvrir. Avant de découvrir, absolument. C'est un hasard heureux, d'ailleurs, que j'ai été envoyé en Bulgarie, mais c'était la coopération, c'était le service national sous forme de coopération, donc on pouvait être envoyé partout dans le monde, littéralement. Moi, ça a été la Bulgarie. Mais j'ai d'abord été attiré par principalement la Bulgarie et la Russie pour des raisons footballistiques. C'est que quand il y avait des matchs de football, les noms des joueurs français sur le panneau apparaissaient en cyrillique. Et moi, j'étais fasciné parce que certaines lettres sont communes et d'autres n'ont rien à voir. Et moi, je trouvais ça un peu gonflé de leur part. Je me dis, mais ils respectent rien, quoi. C'est pas comme ça que ça s'écrit, Platini. Le T, ça va, ils respectent. Mais par exemple, le I, c'est un N à l'envers. Il y a quelque chose qui va pas. Ça m'a intrigué. Ensuite, j'ai découvert la littérature et j'ai surtout découvert la littérature dissidente avec, par exemple, Ismail Kadare, l'Albanais, que je tiens pour un immense écrivain. C'est un grand, grand mystère que le Nobel ne partage pas mon avis. Je trouve que pour l'ensemble de son œuvre, il méritait déjà 10 fois le Nobel, mais peu importe, je ferme la parenthèse. Mais ce qu'on appelait l'Empire du Mal, ce qui était le bloc de l'Est, enfin plein d'expressions très romanesques, le rideau de fer, etc. Cet univers extrêmement coercitif, policier, où régnait la tyrannie politique, où pourtant d'immenses talents trouver à s'épanouir. J'ai cité Kadare, mais évidemment on peut citer Kundera et tant d'autres, des dizaines et des dizaines. Donc j'étais attiré par ce côté mystérieux et aussi par le côté littéraire. Alors vos héros, Serge et Déliana, il y a une très belle scène où vous les imaginez changer de peau après s'être plongés dans l'eau bouillante du Danube. Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de changer de peau aussi ? Je l'ai fait par délégation. J'en ai confié le soin à Serge, qui change de peau, parce que Serge, il a un peu grenouillé dans le milieu littéraire parisien, il en a eu marre, comme je le comprends, et il décide d'aller s'exiler, alors non pas à Rousset, mais à Sofia, donc il vivote dans un coin de Sofia, et il mène une vie qui est assez proche de la mienne, il est assis dans un fauteuil, certes moins confortable que le vôtre, mais il est assis dans un fauteuil, il boit du café, il caresse son chat, et il lit des livres. C'est un peu comme ça que je vois la vie, donc oui, je changerais bien de peau. Mais à vrai dire, peut-être que j'ai été dépassé par mes propres créatures parce que des gens qui me connaissent bien disent qu'en fait, j'ai plus de points communs avec Déliana, à part l'art du striptease que je maîtrise quand même beaucoup moins bien qu'elle. Je vous serais reconnaissant de ne pas me demander donc, de démonstration pour vous le prouver. Bon, je vois que ce n'est pas d'actualité, je suis rassuré. Mais que la manière de parler, par exemple, je suis plus proche de Déliana que de Serge. Donc peut-être que je veux non seulement changer de peau, mais de sexe. Qui sait ? C'est peut-être comme ça qu'il faut lire le roman. Mais en tout cas, c'est une tentation. C'est peut-être une tentation qui reste de l'ordre du fantasme. Mais c'est vrai que j'ai une attirance pour l'ombre, alors que je suis souvent dans la lumière, et comme ici, les spots, dans l'hyper-lumière. Et que peut-être, oui, je suis pour un peu un retrait du monde, loin des réseaux sociaux, loin des plateaux de télévision ou de radio. Certainement, j'ai dû confier à Serge mon idée, mon désir, qui se réalisera un jour, de changer de peau, oui. Alors, sans tout nous dévoiler, mais vous êtes en cours d'écriture d'un deuxième roman. Ce sera à nouveau plutôt dans l'ordre du polar ou vraiment
beaucoup plus littéraire, purement littéraire. Est-ce que vous avez une idée déjà? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais j'observe que donc vous établissez une contradiction entre polar et littéraire. Donc c'est une vieille habitude, c'est vrai, même si un polar peut la preuve Balzac, Une ténébreuse affaire, c'est le premier polar. Bah, absolument. Mais voilà. Ou Edgar Poe. Ça peut être un moyen, disons, le polar, de ne pas tout de suite aller jusque dans l'exploration totale du style, de la littérature. Peut-être, c'est un peu moins intime, peut-être. Ben, c'est-à-dire que dans le cas de Ruse, c'est un polar un peu bâtard. C'est-à-dire qu'il y a une alternance de scènes d'action qui appartiennent au polar et ils sont poursuivis par la mafia. On est presque dans le cliché même. Mais ça alterne avec des passages beaucoup plus méditatifs, en fait, qui correspondent à ma situation en Bulgarie, où moi, j'adore observer les gens. Il y a un voyage en bus que j'ai fait moi-même. J'ai précédé mes héros, et puis j'ai refait le voyage après avoir écrit le livre. Donc il y a un côté méditatif, où il est question d'histoire, de géographie, où il est plus question de littérature pure. Là, dans le livre que je suis en train de... Le deuxième roman, la trame peut aussi s'apparenter au polar, mais ce sera beaucoup plus un polar autour d'une question littéraire. Voilà. Donc, peut-être que, en tout cas, selon vos critères, je me rapprocherai un peu plus de la littérature. Mais je trouve que le polar a su quand même s'émanciper de ce côté, c'est juste une intrigue, et qui a fait quoi, qui a tué, est-ce que c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine? Là, maintenant, sous l'étiquette polar, vous trouvez tout. Vous trouvez des livres extrêmement efficaces qui s'intéressent qu'à l'intrigue, puis vous trouvez d'immenses livres de littérature qui peuvent quand même être classés dans le rayon polar. Comment est-ce qu'on peut redonner aux gens le goût de lire aujourd'hui? Vous avez des idées? Ben je pense qu'il faut les convaincre, c'est pas très compliqué puisqu'ils peuvent en faire l'expérience très facilement, que c'est une expérience unique. C'est-à-dire que c'est pas basé sur la stimulation de l'image, la stimulation immédiate. C'est pas basé sur la concurrence des écrans où vous voyez notamment des très jeunes gens qui ont un écran de télévision ouvert, qui ont leur portable ouvert, un ordinateur ouvert. Ils passent en plus d'un site à l'autre, donc il y a une forme de zapping permanent où tout d'un coup, vous allez découvrir un plaisir différent, le plaisir de l'immobilité, le plaisir du temps long, et puis d'être stimulé d'une autre façon. Puisque vous allez être obligé, pas obligé, mais c'est le principe de la lecture, vous imaginez les visages, vous imaginez les corps, vous imaginez les décors, et c'est quelque chose, je trouve, de beaucoup plus profond comme expérience, plutôt que d'être stimulé de manière infantile par un défilé incessant des images. Donc je leur propose une expérience différente. Ensuite, je leur propose, notamment pour les hommes, parce que vous savez que les statistiques pour les romans, c'est que 80% des lecteurs sont des lectrices. Donc je propose presque une expérience dissidente aux hommes. Faites une expérience dissidente. Soyez un homme qui lit, puisqu'il paraît que ça se raréfie. Vous ferez partie de cette minorité, de cette élite, de cette aristocratie. Donc il y a beaucoup d'arguments en faveur de la lecture. Après, je pense que ça se joue de plus en plus tôt. Je pense que la prolifération des écrans entre en concurrence avec une telle force avec le livre que si vous laissez les enfants décrocher du livre et se tourner uniquement vers les écrans, je pense qu'ils seront très difficiles à récupérer. Donc il ne faut pas seulement convaincre les adultes de lire, il faut convaincre les adultes de convaincre les enfants. Après, bon, la littérature c'est une chose, mais le livre se porte plutôt bien en France quand même. Les gens lisent des livres. Encore dans le métro, certes, le portable a pris le pouvoir, mais vous voyez encore beaucoup de gens lire. On reste le pays le plus littéraire au monde, quand même. Vous avez été éditeur aussi, justement, avec le monopole d'Amazon, avec un peu de l'uniformisation, et puis l'aspect monopolistique de l'édition. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on perde en richesse, en diversité, aussi bien de littérature que de manière d'éditer? Non, mais bien sûr qu'il faut veiller au grain. Après, quitte à reprendre l'opinion dominante à rebrousse-poil, moi, je ne vois pas tellement le problème d'Amazon. Parce que Amazon, il faut en tenir compte. C'est un avantage pour beaucoup d'éditeurs qui trouvent parfois pas accès aux librairies, par exemple. C'est un instrument complémentaire. Il y a des zones où il n'y a pas de librairie, même si nous avons sans doute le réseau de librairies le plus complet en Europe, et peut-être même au monde, parce que moi je fréquente les États-Unis, chaque fois que j'y retourne, il y a une librairie en moins. Ça devient quelque chose de même atterrant de voir des villes complètement privées de librairies. On est loin de cette situation en France. Rien que dans mon quartier, il doit y avoir autant de librairies que dans tout New York réunies.
Et je pense qu'il y a des coins où quand même ce réseau de librairies n'est pas présent. Et je trouve que c'est une arme formidable. Donc ça ne disparaîtra pas, il faut en tenir compte. Mais il faut que les libraires organisent la riposte. Il y a des choses très positives. Je trouve que maintenant, vous allez chez un libraire, vous demandez un livre, il ne l'a pas, il demande à ses collègues dans le voisinage s'ils ne l'ont pas. Je trouve ça très intelligent. C'est une bonne riposte à Amazon. Parce que avant, vous disiez, j'ai pas le livre, ça m'ennuie d'attendre 3 jours, vous reveniez chez vous, vous commandiez sur Amazon. Maintenant, le libraire dit de 100 mètres, ou même on vous l'apporte à domicile, ou on vous l'apporte dans votre librairie de quartier. Voilà. Donc, je trouve qu'il faut inventer des réponses plutôt que de diaboliser Amazon. Moi, je n'ai jamais vu des éditeurs refuser le chiffre d'affaires qu'ils font avec Amazon. Or, tout le monde hurle contre Amazon. C'est quand même un peu curieux. Alors, il ne faut pas mettre les livres en vente, alors. Ce serait très simple. Vous voulez régler le problème ? Tous les éditeurs réunis décident de ne plus fournir Amazon. Vous ne pouvez plus vous procurer des livres Grasset, Gallimard, Albin, tout ce que vous voulez. Le problème serait réglé. Les seuls qui l'ont proposé, c'est des petits éditeurs. Donc voilà. Donc Amazon est là pour rester. Évidemment, il faut veiller au grain, comme je le disais, parce qu'il y a des pratiques, notamment les algorithmes, qui vous conseillent des livres qui vous ressemblent. Le délice d'aller en librairie, c'est d'acheter 10 livres qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Vous entrez pour un livre, vous dites ça, et ça, et ça, et ça, et vous n'aviez absolument pas prévu. Ça, c'est pas possible avec Amazon, puisqu'Amazon va vous proposer quelque chose de voisin et basé sur l'analyse de vos goûts. Mais pour moi, Amazon n'est pas un ennemi, c'est une offre complémentaire. À nous d'être malins et de faire de cette concurrence une force. Donc on l'a bien compris, vous aimez la littérature et le football. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Bolloré qui a été conspuée par la Ligue 1 il y a 2 ans et aujourd'hui cette même ligue vient l'implorer? Qu'est-ce que cela dit du football français? Ça dit que l'appât du gain est mauvais conseiller, puisque le football français s'est jeté sur une offre qui était un peu trop belle pour être vraie. Après, il y a eu la crise du Covid qui a encore aggravé les choses, mais ils ont cru aux milliards, ils ont cru à cette manne inespérée et ils sont passés à 2 doigts de la catastrophe. Donc après, le groupe Canal+ était en position de force. On n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans le monde des affaires. Ils leur ont fait payer cher, en termes d'humiliation, en termes financiers aussi, puisque même si ils ont déboursé une somme qui est loin d'être anodine, on est très très loin de ce que pouvait espérer, et même de ce qu'avait signé contractuellement le football français. Donc je trouve que c'est logique, ça correspond à la logique du rapport de force, et je trouve même que c'est assez équitable. Après, ça ne résout absolument pas le problème de la pérennité, il va falloir trouver une solution, et puis ça ne résout surtout pas le problème du sous-financement, où n'importe quel club du fond du classement de la première ligue anglaise reçoit beaucoup plus de droits télévisuels que les clubs français les plus huppés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça correspond à notre faiblesse sur la scène européenne. Tant que nous n'aurons pas bâti... après, on peut refuser le système du capitalisme footballistique. Mais si on est dans un monde où on est en concurrence avec les grands clubs anglais, allemands, espagnols, italiens ou même portugais, il faut qu'on soit à armes égales. Pour l'instant, on est désarmé sur le plan financier. Après, moi, je suis aussi très, très amateur de football, de football de base, celui que j'ai pratiqué. Moi, j'ai fait 15 ans en club, avec 2 entraînements par semaine, le match du dimanche matin. J'adore aussi ce football-là. Et il est très vivace en France, c'est un sport de masse, tout va bien. Mais quand on est au haut niveau, heureusement, comme nos joueurs sont très très bien formés, on a un très très bon système de formation et qui vont s'améliorer, s'endurcir dans des clubs étrangers, nous avons une équipe nationale qui est la meilleure sur les 20 dernières années. Mais pour les clubs français, c'est très triste quand même, c'est un peu humiliant même. Le football est récemment devenu une tribune politique. Les positions des joueurs, elles sont scrutées, ils donnent leur avis surtout dans le débat public et souvent dans une certaine bien-pensance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous inquiète? Ça vous énerve? Oui, ça m'amuse parce que, comme pour des raisons évidentes, ils sont obligés, en effet, d'être dans la bien-pensance, c'est-à-dire de faire des commentaires extrêmement convenus. Ils sont un peu en concurrence avec les discours des Miss France, quoi. Il y a quelque chose d'un peu pathétique, puisque sur le terrain, c'est des fortes têtes, des types, c'est un sport de contact, donc des types, on se dit, il en rabat pas sur le terrain, il doit pas en rabattre dans la vie. Si, parce qu'ils diront jamais rien qui va contre le sponsor, qui va contre le club, même qui va contre le système. Le football est un système ultra capitaliste et les gens vont toujours dans le
vont jamais contre leurs intérêts. Donc jamais vous n'entendrez, pour un footballeur en activité, quelque chose d'assez courageux. Ça correspond toujours plus ou moins à une étude de marché. Ça va un peu toujours dans le sens du vent. Et puis si le vent change de sens, ils changeront de sens aussi. Je pense qu'ils devraient s'en abstenir. Même si ça a l'air de bien marcher auprès de la base des fans, je trouve ça un peu ridicule, au fond. Alors vous êtes aussi un homme de médias, en particulier chroniqueur aujourd'hui sur l'émission de Cyril Hanouna. C'est une émission qui est souvent conspue, qui est accusée de vulgarité. Est-ce que cela vous arrive d'avoir honte d'y participer ? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez au fond de vous ? Moi, j'ai participé à 2 émissions de Cyril Hanouna. Il y avait Touche pas mon poste, mais je n'y participe plus. Et c'est surtout celle-là qui était taxée de vulgarité. Et il y avait Balance ton poste, dont je suis un des chroniqueurs récurrents. Donc je sépare les 2 dossiers. Balance ton poste, c'est une émission de débat. Moi, j'ai entendu pendant des années le bon temps de droit de réponse, de Ciel mon mardi, pourquoi ça n'existe plus ? Tout d'un coup, ça existait, et là, ça n'allait pas. Parce que c'était trop... alors, on ne parlait pas de vulgarité pour Balance ton poste, mais ça va trop loin, on donne la parole à des gens bizarres et tout. Bon, moi, j'observe que Balance ton poste, ça a été la première émission à donner la parole aux Gilets jaunes. Après, c'est devenu une mode, mais nous avions des Gilets jaunes toutes les semaines. Et je le dis avec d'autant plus de décontraction que j'étais pas le chroniqueur préféré des Gilets jaunes, pour dire le moins. Donc voilà. Mais en tout cas, des gens qu'on ne voyait jamais à la télévision avaient studio ouvert sur un rythme hebdomadaire. Donc je trouve l'émission était remplie. Après, on a fait des trucs un peu... Parfois, c'était des sujets, en effet, très Ciel mon mardi. Mais cette tendance s'est beaucoup estompée. Après, ça a été des sujets de société qui était tout à fait pertinent, que je trouvais tout à fait normal de traiter, et qui était traité de manière, certes, décontractée. Cyril Hanouna, il aime bien mélanger le débat et l'humour. Il a inventé un peu la fusion de l'animation et du one-man show. Mais je trouve que c'est une émission très estimable, très honorable. Des ministres sont venus y participer, il n'y a pas de souci. Touche pas mon poste, c'est une émission beaucoup plus décontractée. Alors, on parle de vulgarité. C'est plutôt quelque chose qui... une émission qui ne se prend pas au sérieux et qui correspond à une offre et à une demande particulière. Il y a des gens qui rentrent chez eux et qui ne veulent pas regarder... Ils veulent regarder un programme de décontraction, un programme de détente. Voilà. Et c'est ce qu'on va leur proposer. Après... La dernière fois que j'ai regardé, il y avait énormément de chaînes sur ma télévision. On n'était pas obligé de regarder C8. On pouvait très bien regarder Arte, on pouvait très bien regarder la 5, on pouvait également ne pas regarder la télévision. Donc on dirait vraiment que la France est prise en otage par Touche pas mon poste. Moi, j'ai été chroniqueur assez brièvement, ça ne correspond pas tout à fait à ma personnalité, à mon ADN, mais c'est pour ça que Cyril Hanouna m'avait demandé de venir, pour incarner quelque chose de décontracté. Mais si vous vous intéressez aux médias, si vous vous intéressez à la télé-réalité, c'est pas mon cas. Moi, je me fous de la télé-réalité, même j'y suis assez hostile pour tout dire. Mais simplement, il y a des gens que ça intéresse, il y a quelque chose qui leur correspond. Après, vous prenez votre zapper, vous faites hop, et vous verrez que vous allez changer de chaîne. Moi, c'est une expérience que je vous recommande, très facile. Ça demande juste de caler le zapper et d'utiliser votre pouce. Vous allez voir que des images très très différentes de Touche pas mon poste et Cyril Hanouna vont apparaître. Nous sommes dans un pays libre avec, moi je sais pas, il doit y avoir 300 chaînes. Donc, est-ce que vous trouvez que les médias sont à la hauteur de leur rôle de quatrième pouvoir ? En tout cas, si je vous disais oui, je serais minoritaire, puisqu'il y a une défiance absolue envers les médias, que je trouve un peu exagérée, parce que je trouve que je vois pas pourquoi on aurait moins confiance dans le monde que dans Twitter. Ce qui paraît sur Twitter. Il y a quand même 100 fois plus de... Alors même les médias écrits aujourd'hui subissent une défiance de la part des Français. Elle est un petit peu moins forte que l'audiovisuel, oui. Mais il y a une érosion très forte avec un Français sur 3 qui ne fait plus confiance, quel que soit le média, effectivement, audiovisuel ou presse écrite. C'est quand même paradoxal d'accorder plus de confiance à un site complotiste qu'au Monde. Moi, j'ai quand même lu moins de fake news dans le Monde que dans les sites complotistes. Et vous avez qu'à voir Est-ce que c'est pas lié à la politisation peut-être des médias que certains Français peuvent ressentir ou à une soumission au pouvoir ? Enfin, comment l'expliquer cette Moi, je ne sais pas, mais quand je suis abonné à énormément de journaux, je peux quand même vous dire que je ne risque pas de confondre l'UMA et le Figaro. Admettons un blind test, le choix des unes, la manière dont c'est traité, l'importance qui est donnée à tel ou tel sujet. Il me semble qu'entre... l'Humanité, le Figaro, Libération et Le Monde, je ne vois pas où est la pensée unique.
je vois quand même des choses très, très différentes. Et peut-être que tel ou tel média est soumis au pouvoir, mais comme il professe des opinions contradictoires, ça ne peut pas être, logiquement, ça ne peut pas être le cas de tous. Donc je trouve que, bon, même si effectivement on peut avoir une suspicion quand on voit que les intérêts économiques sont imbriqués avec les intérêts médiatiques, évidemment qu'on peut se poser des questions. Mais je trouve que c'est devenu un peu une tarte à la crème, que les gens font confiance à des tas d'instances qui, moi, ne m'inspirent pas tellement confiance. Twitter ne m'inspire pas vraiment confiance. Les réseaux sociaux ne m'inspirent pas confiance. Et qu'il est de bon ton d'utiliser maintenant le mot merdia, que je trouve assez terrible quand même. Que tout ça est attisé par les vents du populisme et que ces vents-là transportent des odeurs que je trouve très déplaisantes parfois parce qu'il y a un ressentiment anti-élite et comme on a un peu l'impression, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le déclin de la France, on a l'impression que ça va mal et qu'il faut trouver des responsables et on prend le plus facile. Donc les médias sont une cible facile. Je vous en parle là aussi de manière un peu distanciée parce que vous m'avez défini comme un homme de médias, mais je suis à la fois dans le système et puis je ne m'en mêle pas beaucoup. Une fois que j'ai fini mes émissions, je ne fréquente pas tellement le milieu, mais je trouve que le procès est exagéré. Je comprends qu'il y ait une suspicion, je comprends qu'on se pose des questions, et je trouve que cette défiance est vraiment outrancière. Alors, selon les différentes études qui ont été menées, souvent c'est entre 75 et 83 ou 4% des journalistes, si mon souvenir est bon, qui se disent de gauche. Est-ce que c'est problématique et quelles seraient les solutions pour avoir un peu plus de diversité politique au sein de cette profession? Non, là, il y a vraiment un problème avec la surreprésentation des idées de gauche parmi les journalistes, puisque même au Figaro, paraît-il, ils sont majoritairement de gauche. Donc ça, c'est un problème quand même, parce que on peut être de gauche et être tout à fait objectif. Enfin, on aimerait un petit peu plus quand même de diversité. Bon, après, regardez ce qui se passe sur CNews. Il y a des contre-pouvoirs, si on peut dire, qui sont clairement orientés à droite, qui sont en train de se mettre en place. Quand vous regardez un débat de CNews, il y a un peu la volonté d'être un pôle de droite, un pôle conservateur, comme Fox News a pu l'être aux États-Unis, avant d'être débordé lui-même par d'autres médias encore plus à droite. Je pense que le mouvement est lancé en France. Et d'ailleurs, je trouve ça... moi, je ne suis pas contre la ligne idéologique. Et d'ailleurs, les journaux qui s'en tirent le mieux sont les journaux dont la ligne est le plus identifiable. Parce qu'au moins c'est clair, on annonce la couleur, on va essayer d'être objectif, de faire un travail journalistique, mais sachez que la couleur politique, ici, c'est plutôt rouge, ou plutôt bleu, ou plutôt verte, ou la couleur qu'on voudra. Et je pense qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Il y a des journaux qui se créent, il y a des chaînes de télévision, donc CNews pour la citer à nouveau. Et moi, je m'en réjouis parce que je suis pour le débat et je suis vraiment pour la diversité des points de vue. La gauche a dominé outrageusement, dans le sens plein de cet adverbe, le monde des idées, le monde des débats, le monde médiatique. C'est normal qu'il y ait un rééquilibrage. Il faut juste veiller à ce que ce rééquilibrage soit pas un excès dans l'autre sens. Et parfois, on a un peu cette impression. Parce que moi, ce qu'on appelle la galaxie réac, ils ont beau m'expliquer qu'ils ne sont pas très nombreux, moi je les vois partout. Donc, soit c'est eux qui ne savent pas compter, soit c'est moi. Mais il y a un problème entre nous deux. Alors, Éric Neugeot, vous êtes atteint de prosopagnosie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Alors, prosopagnosie, c'est le fait de ne pas reconnaître les gens qu'on a déjà croisés ou même qu'on connaît. Alors, moi, je l'ai à un stade pas trop problématique, mais quand même. C'est-à-dire, parfois, je ne reconnais absolument pas des gens que je devrais reconnaître parce que je les ai vus un certain nombre de fois. Mais il y a des gens qui souffrent de cette pathologie à un point extrême. Et là, ça peut mettre dans des situations incroyables. J'en parlais avec un acteur assez connu qui, lui, en souffre vraiment de manière sévère. Et c'était 48 heures après un tournage qui avait duré plusieurs semaines, il n'a pas reconnu l'actrice avec laquelle il avait passé plusieurs semaines. Donc là, vous avez beau dire que c'est une maladie, ça peut vous mettre dans des situations extrêmement embarrassantes parce que les gens sont vexés à juste titre puisque vous avez l'air de les prendre de haut ou de plus savoir qui ils sont. Bon, et je sais pas s'il existe un remède, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un handicap dans la vie parce que quand
quelqu'un vient vers vous et s'adresse à vous sur un ton extrêmement familier et que vous n'avez absolument aucune idée de qui c'est et que vous essayez de vous raccrocher à n'importe quel indice dans ce qu'il vous dit, c'est des moments de grande solitude. C'est pour ça que vous n'avez pas insisté en politique? D'abord, c'est pas pour moi la politique parce que j'ai pas la patience. J'aurais pas cette patience. Ensuite, je me ferais virer tout de suite parce que, si vous voulez, la ligne du parti, je sais que ça ne marcherait pas avec moi. Après, même des bêtes politiques comme Chirac, en fait, ne reconnaissaient pas les gens tant que ça. Ils avaient des trucs. Donc Chirac, son truc, c'était, quand il était en Corrèze, il tombait sur quelqu'un qu'il devait connaître, c'est est-ce que ça va mieux depuis la dernière fois? Est-ce que ça va mieux depuis la dernière fois? Et c'est des formules un peu où c'est beau mais c'est loin, ou c'est loin mais c'est beau, bon, etc. Donc c'est des trucs un peu de politiciens. Non, vraiment, la politique, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai aucune des qualités pour faire carrière en politique. Et puis, je sais pas, je les ai peut-être trop fréquentés sur des plateaux de télévision pour pouvoir passer de l'autre côté. Ouais, franchement... Justement, vous qui en avez tant vu passer, vous avez des souvenirs vraiment désagréables? Je ne sais pas si vous pouvez le dire ici, mais... Des souvenirs désagréables... Vous vous êtes dit, si les gens voyaient les coulisses, ils arrêteraient de voter, quoi. Heureusement que les gens ne se rendent pas compte je sais pas, de l'arrogance, Non, j'ai pas vu ça parce que la démagogie politicienne va jusqu'aux coulisses quand même. Ils essayent quand même de montrer un visage un peu avenant. Donc j'ai pas vu ça. Non, j'ai vu dans un domaine extra-politique, oui, j'ai vu... d'ailleurs, après, il y a eu d'autres épisodes où ça s'est mal passé entre nous. Éric Orsena, qui était tout à fait sémillant en coulisses. Et puis, dès que ça se passait un peu moins bien en plateau, il changeait tout à fait de personnalité. Et ensuite, il vous poursuivait de sa vindicte. Donc ce sourire d'éternel ravi là qu'il propose, comme si c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique et gentil et un peu lunaire, ben, j'ai pu vérifier de très près que c'est un masque et une couverture. Vous voyez, c'est pas un politique. Les gens, quand on fait des sondages, montrent une grande défiance aussi envers le monde politique. Faut pas se fier aux apparences. Les gens un peu faux cul ou qui montrent un visage public qui n'est pas leur visage privé, c'est pas forcément des politiques. Alors récemment, vous êtes dit favorable à la dissolution du mouvement Génération Identitaire. Vous avez toujours été clair sur le fait que vous luttiez contre le Rassemblement national. Et pourtant, vous avez publié il y a quelques années un livre d'entretien avec Alain Soral et vous travaillez avec Éric Zemmour depuis 9 ans. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui peut apparaître paradoxal? Non, moi je trouve ça ni contradictoire ni paradoxal, mais je séparerais vraiment les situations que vous avez citées. Le groupe Génération Identitaire, moi je suis républicain, je trouve inadmissible qu'un groupe de jeunes gens s'érige en milice et prétendent faire le travail de la police à la place de la police ou des gardes-frontières à la place des gardes-frontières. À ce moment-là, c'est le règne du tous contre tous. Chacun va former sa milice. Vous allez avoir des milices de fichiers S qui vont vous dire qu'eux, ils veulent instaurer la charia plutôt que la loi de la République. Pourquoi? Parce que c'est notre conviction. C'est un peu le raisonnement de Génération Identitaire. Vous n'avez pas le droit de le faire? Oui, mais c'est au nom de nos convictions. Non. Il y a la loi républicaine. En plus, bon, dans leur cas, comme ce sont des oiseaux, les forces de l'ordre s'occupent d'eux pour que ça ne prenne pas quand même une tournure trop fâcheuse. Et pendant que les forces de l'ordre s'occupent d'eux, ils ne s'occupent pas d'autre chose. Donc en fait, même leur action est contre-productive. Pendant ce temps-là, la police ne s'occupe pas de choses plus sérieuses. Après, pour les deux autres cas, c'est aussi très différent l'un de l'autre. Avec Soral, c'est une baston sur 200 pages, puisqu'on est en désaccord sur tout. Enfin, vous me direz, Soral est en désaccord avec tellement de personnes que voilà. Donc on est vraiment en désaccord fondamental sur tout. Il n'y a pas de point d'accord possible. Donc c'est pas un livre d'entretien, c'est un livre de constat ou plutôt de confirmation des désaccords. Avec Zemmour, c'est différent parce qu'on est dans une émission d'opposition. L'opposition est nette et même, contrairement à ce que j'entends, elle va s'agrandissant année après année. Il y a des choses qui nous séparent de plus en plus, qui nous séparaient déjà, mais le fossé s'agrandit. Mais c'est tempéré par l'amitié que nous nous portons mutuellement. Donc ça donne jamais quelque chose qui est dans le registre de l'animosité, de la détestation, de l'agressivité. Mais je ne partage absolument pas les idées d'Éric Zemmour, à part sur des points
qui n'ont rien à voir avec notre sujet, sur Cruyff. Nous avons une commune admiration de Cruyff. Nous pensons que les Stones sont bien supérieurs aux Beatles. Bon, voilà. Enfin, tout ça, c'est plutôt des sujets périphériques. Mais au bout de 200 pages de baston avec Soral, il a bien fallu convenir et constater et confirmer que nous étions en désaccord sur tout. Et semaine après semaine, je constate que j'ai des désaccords grandissants avec Éric Zemmour, tout en continuant de lui porter une amitié très fidèle que j'ai la faiblesse de croire réciproque. Justement, il me semble qu'Éric Zemmour avait évoqué un parallèle en disant si on critique Génération Identitaire, il faut de la même façon critiquer Cédric Herrou. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous mettriez les deux situations en parallèle? Il y a une situation qui part d'un meilleur sentiment que l'autre. Bon, c'est sûr, celle de Cédric Herrou, évidemment. Mais enfin, moi, je ne suis pas pour un deux poids, deux mesures. Si vous contrevenez à la loi, vous ne pouvez pas dire que vous continuerez à le faire parce que vous placez vos convictions au-dessus de la loi. Ça, c'est un raisonnement, pardonnez-moi, là je vais franchir le point Godwin, mais c'est un raisonnement islamiste. C'est-à-dire qu'il dit, écoutez, moi je considère que la charia est au-dessus des lois de la République. Ben non, cher ami, il se trouve que c'est en dessous, en tout cas dans la République française. Mais j'applique ce raisonnement, évidemment, dans des formes adoucies, dans des formes moindres, à tous ceux qui prétendent placer des convictions personnelles au-dessus de la loi. Et nous ne sommes pas dans une situation de tyrannie, où en effet la désobéissance civile peut s'appliquer. Nous ne sommes pas, voilà. Évidemment, il y a des situations de dictature où en effet les convictions personnelles. Voilà, moi je soutenais les dissidents qui techniquement, en tout cas théoriquement, violaient la loi des pays de l'Est parce que je pense que ce qu'ils soutenaient était au-dessus des lois d'une dictature. Écoutez, je veux bien que nous soyons un pays intermédiaire entre la Birmanie et la Corée du Nord, mais je ne crois pas quand même. Je ne crois pas. Alors justement, ce qui vous caractérise, c'est souvent d'avoir des positions équilibrées, de chercher un équilibre entre deux extrêmes, disons, l'un de droite et l'un de gauche. Est-ce que vous n'avez pas peur parfois d'être plutôt ventre mou que juste milieu? C'est une époque qui n'est pas propice à la nuance. Il y a Fabrice Lucchini sur scène qui cite souvent la phrase de Nietzsche « Malheur à moi, je suis nuance ». Oui, ça peut vous porter malheur parce que vous n'êtes pas considéré comme un bon client. Il faut arriver avec des vérités toutes faites, exprimées dans le minimum de mots possible. Bon. Moi, j'essaie de ne pas tomber dans ce travers, même si la télévision vous y pousse. Même si j'ai vu que, par exemple, On n'est pas couché, on finit par comprendre comment ça marche. Si vous essayez d'argumenter en toute honnêteté intellectuelle, avec tout le sens de la nuance requis, vous vous faites bouffer. Parce qu'en face, vous avez des professionnels de la petite phrase, du raccourci, qui, eux, ont un mode de fonctionnement qui est très, très adapté aux médias. Donc, vous finissez par vous régler sur eux. C'est dommage, mais tout le monde en vient un peu là. C'est-à-dire qu'on essaie de donner à sa pensée la forme la plus lapidaire, la forme la plus proche, c'est le mot punchline maintenant, l'anglicisme qui s'est imposé. Mais je constate que les extrêmes ne font pas beaucoup avancer les choses. Vous avez votre minute de gloire, vous avez 5 followers de plus sur Twitter, mais au fond, la situation reste la même puisque les solutions extrêmes s'appliquent assez peu, au fond. Mais c'est un risque à prendre, mais je préfère ça plutôt que de tomber dans une caricature de soi-même où il faut absolument faire le numéro qu'on attend de vous. Il vaut mieux faire le numéro que j'attends de moi ou que vous attendez de vous, plutôt que de se conformer à une doxa médiatique de l'extrémité à tout prix. La droite et la gauche, ces mots ont encore un sens, à votre avis, pour les Français aujourd'hui? Ça s'était un peu estompé, et je trouve que ça revient maintenant. Je trouve que la notion de gauche, c'est normal parce que le macronisme a correspondu d'abord à un moment de sidération, puis à un moment de dépassement de ces notions de droite et de gauche, puisque Macron voulait être à la fois la droite et la gauche, ou ni droite ni gauche, enfin bon, bref, quelque chose qui dépassait ce qui a, pour des gens de ma génération, en tout cas, ce qui a structuré toute la vie politique. Je trouve que ça revient. Je trouve qu'à gauche revient un discours de gauche un peu à l'ancienne, ils sont en train de se réorganiser. Je trouve qu'à droite aussi, ils essaient de se réorganiser un peu. Est-ce que ça suffira pour troubler le tête-à-tête annoncé entre Macron, donc qui est au-delà de droite-gauche, et même le Front National, qui lui aussi se réclame d'un dépassement des notions de droite-gauche? Je ne sais pas, mais j'observe ça avec beaucoup d'attention, et je trouve que le processus de recomposition est plus rapide que je ne l'aurais cru. Alors dans le couple, entre guillemets, avec Éric Zemmour, vous passez pour l'optimisme. Est-ce que vous espérez encore dans les institutions de la Ve République? Est-ce que vous espérez encore dans
dans l'avenir de votre pays? Et qu'est-ce qui vous donne suffisamment d'espoir dans une situation critique? Oui, optimiste. Enfin, je ne suis pas pessimiste en tout cas. Enfin, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la France ou du monde. Je pensais à la France. Oui, parce que pour ce qui est de la planète, moi je pense que d'un point de vue écologique, c'est un peu cuit. Puisque vous voyez bien qu'en dépit de tous les discours qui sont tenus, les efforts réels sur le terrain sont moindres. Et moi, quand j'étais gamin, on m'a offert, je ne sais pas pourquoi, ils nous avaient tous offert ça en classe, Ravage de Barjavel. Et je crois que la trajectoire que nous empruntons ne pourra s'interrompre qu'en cas de catastrophe majeure. Non pas que je la souhaite, hein, mais je pense qu'une interruption de tout et une sorte de nouveau départ de la civilisation est la seule chance d'éviter la catastrophe finale. Enfin, ça provoquera aussi d'autres catastrophes. Donc je suis très pessimiste de ce point de vue-là. Pour la France, non, je suis plutôt optimiste pour la France. Écoutez, c'est peut-être le plus beau pays du monde, c'est le pays le plus littéraire et la littérature m'importe au plus haut point. On me dit la culture française ceci, la culture française cela. Moi, je suis un cinéphile, j'adore le cinéma français, il y a énormément de choses. Nous avons un système qui arrive à sponsoriser à la fois d'excellents films et de mauvais films, ce qui est quand même formidable. Hein. Nous avons le luxe de sponsoriser aussi des mauvais films. Donc nous avons une culture extrêmement vivace. Moi, je crois à la France, je crois à son destin, je crois que c'est un pays à part. Et je pense que là, on est dans les brumes, ça fait un moment, on ne sait pas trop, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Il n'y a pas d'horizon, ni pour la fin du Covid, ni pour ce retour de la France. Mais quand je vois toutes les capacités que nous avons, tous les talents qui existent en France, je ne suis pas très inquiet pour mon pays. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'écologie. Dans votre roman, Ruse, vous rappelez que c'est l'écologie qui a fait tomber le régime soviétique en Bulgarie. Oui. Que c'était donc l'éco-glasnost. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver? On le dit souvent pour la Chine. On dit mais peut-être que le régime chinois tombera parce qu'il n'aura pas pris les bonnes décisions écologiques. En effet, et d'ailleurs ça se passait à Rousset. Il y avait je vous ai dit tout à l'heure donc que les deux pays, la Roumanie et la Bulgarie, étaient séparés par le Danube qui est parfois très très étroit au niveau de Rousset. Et il y avait des vapeurs pestilentielles qui venaient d'une usine roumaine. C'était terrible. Ça tournait à l'affaire d'État, pourtant entre deux pays du bloc de l'Est, ce qui était rare. Et la contestation écologique vraiment s'est développée parce que c'était absolument pas la préoccupation des pays de l'Est, qui était plutôt dans la productivité. D'ailleurs, l'idéologie communiste est une idéologie de la productivité, l'ouvrier comme icône, l'usine, et il faut les soviets et l'électricité. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose... Bon. Et évidemment que le régime bulgare, même si moi j'y ai vécu, donc j'ai vu comment un régime communiste pouvait exercer le contrôle sur un pays, c'était pas le niveau de la Chine quand même. Donc la Chine a des moyens de coercition qui n'étaient pas ceux de la Bulgarie. Néanmoins, je crois que passé un certain stade, la situation écologique en Chine est absolument terrible. Quand vous voyez les films chinois contemporains, il est beaucoup question des mines de charbon, de la pollution de charbon. Enfin, dans certaines villes, dans certaines grandes villes, c'est un enfer. Où le crépuscule tombe à 3 heures à cause de la pollution. Donc je pense que ça peut être un déclencheur, même si je n'ai aucune certitude, parce que je pense que le régime policier chinois est assez redoutable. Mais en Bulgarie, alors que quand j'y habitais, vous m'auriez dit que la dissidence pouvait s'exprimer de cette manière, je ne vous aurais pas cru, parce que le régime était vraiment très très sévère. Est-ce qu'on peut être écolo aujourd'hui en soutenant le libre-échange et globalement la manière dont l'économie fonctionne aujourd'hui? Non, moi je pense que l'écologie supposerait vraiment une révolution de nos modes de vie, de nos modes de commercer. Après, il y a une sortie vers le haut qui est l'économie verte, mais je trouve que la transition est très très lente. Mais si on veut être un écologiste cohérent, il faut être contre le libre-échangisme, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que ça me rend très pessimiste en réalité, parce que c'est comme quand vous donnez l'ordre à un paquebot, entre le moment où vous donnez l'ordre et le moment où le paquebot va changer de route, il se passe beaucoup de temps, et je pense qu'il va se passer énormément de temps, et même, pour dire mon inquiétude jusqu'au bout, trop de temps, jusqu'au moment où on essaiera d'agir sur vraiment ce qui fait la pollution aujourd'hui ou ce qui fait augmenter les températures. Et je crois malheureusement qu'on n'y arrivera pas à temps, que nous avons perdu la course de vitesse.
Ça vous vient d'où cette volonté de défendre l'environnement, cette proximité des animaux? Ça vous vient de l'enfance ou c'est venu un peu plus tard dans votre vie? Non, j'ai passé pas mal de temps dans ma petite enfance chez mes grands-parents, dans les Vosges, un milieu assez rural, la forêt. Il paraît que j'aimais beaucoup les arbres, que j'enserrais les arbres, que j'étreignais les arbres, que j'étais vraiment fasciné par le bois. Non, moi je suis un grand admirateur de la nature, je suis un contemplatif. Et puis je trouve terrible d'apprendre chaque jour qu'un peu de la beauté du monde s'est effacée. C'est un peu comme si tous les jours quelqu'un venait me voir et me disait bah, aujourd'hui on a perdu Proust par exemple. Proust n'est plus accessible. C'est fini. Comme on vous dit d'une espèce animale qu'elle a disparu, c'est fini, ça ne reviendra pas. Bah, c'est lundi, vous avez perdu Proust. Mardi, vous avez perdu Musil. Je trouve ça terrible. Et c'est un peu ça. C'est une sorte de torture qu'on nous impose en nous disant bah, aujourd'hui, vous avez encore perdu un peu de la beauté du monde, de la beauté de la nature au sens large, la beauté des fleurs, des arbres, de la beauté des animaux, la beauté des fleuves. Voilà, je trouve ça terrible. Cette perte de la beauté du monde, oui, ça me taraude. C'est quelque chose qui me travaille, oui. Vous menez un combat contre la corrida, contre la chasse à courre. Ce sont quelques milliers d'animaux par an. On entend en revanche beaucoup moins ceux qui luttent contre ces pratiques critiquer l'abattage rituel qui concerne des millions d'animaux qui sont abattus dans des conditions très dures. Ben, je dirais que l'un n'empêche pas l'autre parce qu'en effet, je suis anti-corrida, je suis anti-chasse à courre. Enfin, chasse à courre, ça me dépasse. Enfin, que c'est quelques milliers de personnes en France. Qu'on puisse éprouver du plaisir à courser un animal jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement, ça me dépasse, la chasse à la glu également. Après, l'abattage rituel, pour moi, c'est l'abattage en général. Alors, l'abattage rituel, c'est particulièrement terrible. Après, les vidéos clandestines qui sont sorties des abattoirs, qu'ils soient rituels ou pas, c'est la même chose. Et je peux vous dire que moi, j'ai été converti au végétarisme par les images d'abattoirs. C'est-à-dire, je ne veux plus participer à ça, mais qu'il soit rituel ou pas. Mais c'est en effet, pour moi, des chantiers prioritaires. Ça ne peut pas durer comme ça. Et il n'y a pas de tabou. Il faut s'attaquer à l'abattage rituel comme il faut s'attaquer à l'autre abattage. Non, mais il m'est arrivé de prendre position, même sans doute à Balance ton poids, si on fouillait dans les archives. Donc, j'ai absolument pas de tabou de ce côté-là. Mais vous pensez que certaines personnes ont peur de s'attaquer à cette pratique parce qu'ils ont peur d'être considérés comme des islamophobes ou... Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais il y a maintenant autour de l'islam, soit il y a une islamophobie très décontractée, soit au contraire il y a une autocensure, ou même si on est choqué par certaines choses, on n'ose pas le dire parce que il faut pas stigmatiser l'islam. Voilà, l'islam en tant que tel, je l'ai dit, je le répète, ça me paraît parfaitement compatible avec la République. Ça ne m'empêche pas d'en critiquer certains aspects. Est-ce que vous venez d'évoquer l'abattage rituel en fait partie. Bien sûr que j'en suis un opposant résolu. La clé pour protéger notre environnement, c'est l'échelon national, c'est l'échelon international ou c'est un mélange des deux, à votre avis? Un mélange des deux parce que, évidemment, si vous pouvez cultiver votre jardin au sens littéral comme au sens figuré, mais si vous signez tous les jours un accord de libre-échange avec le Mercosur, avec des grands pays, ça ne va pas changer. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait au niveau local. Les gens essaient de produire localement, de consommer localement. Je trouve que c'est un bon réflexe et je trouve que ça fait changer les choses. Mais évidemment que si ça ne change pas à l'échelle planétaire, ça va aller beaucoup mieux dans votre petit coin, mais l'effet en sera très très limité. Mais je trouve que la prise de conscience est là et je m'en réjouis. Et les maires écolos qui ont été élus en 2020, vous en pensez quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas finalement dégoûté une partie de la population de cette écologie politique? Oui, je me suis déjà exprimé à ce sujet, c'était catastrophique, quoi. Enfin, ce qui s'est passé à Bordeaux avec ces histoires d'arbres de Noël, c'était complètement ridicule. En plus, là, on est dans des mesures symboliques qui n'ont absolument aucun effet quasiment sur le plan écologique, mais qui braquent une partie des écologistes qui disent on ne veut pas être représenté par des gens sectaires, doctrinaires, et qui fait passer l'écologie pour un truc d'ayatollah vert auprès de ceux qui n'ont pas l'écologie au cœur. Donc tout ça est catastrophique.
Là aussi, il y a un débat entre optimistes et pessimistes. On peut penser, ça c'est les optimistes, qu'en fait c'est la pratique récente du pouvoir et que les angles vont s'arrondir et qu'on va en venir à des gouvernances un peu moins caricaturales. Les pessimistes penseront que non, que c'est inscrit dans l'écologie d'être un peu dans des errements comme ça de zozo politique. Bon, le temps le dira, mais vraiment c'est pas une bonne publicité qu'ils ont faite à l'écologie politique. Ça c'est tout ce qu'on peut dire. Vous pensez que l'élection présidentielle de 2022 pourrait être un nouveau départ pour la France, est porteur d'espoir, ou vous êtes plutôt inquiet? C'est curieux parce que on a l'impression que ce quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est presque une parenthèse, qu'on a l'impression d'un truc qui est tellement une crise d'un bout à l'autre que en fait tout ce qu'il promettait, tout ce qu'on se promettait, tout ce qu'attendait une partie des Français, c'est-à-dire les réformes, a été mis un peu sous l'été noir parce qu'on gérait pendant un moment la crise des gilets jaunes, ensuite des grèves, ensuite la crise du Covid. Moi, j'espère, je veux croire que 2022 sera un nouveau départ, mais je ne crois pas trop à l'action politique d'en haut. Il faut quand même qu'on arrête, nous autres Français, d'être à ce point les yeux tournés toujours vers l'État, vers le haut, qui nous disent. Moi, j'aimerais que, voilà, qu'on en finisse avec ce climat de discorde civile, de guerre civile un peu larvée, du tous contre tous. Et si jamais on arrivait à unir nos forces, je pense que le monde serait étonné de ce que la France peut produire. Mais là, on est trop dispersés. Quand Macron parle de Gaulois réfractaires, il faut laisser les réfractaires de côté. C'est les Gaulois. Les Gaulois dont les tribus s'opposaient les unes aux autres. Nous sommes un pays très divisé. Et très divisés, nous n'irons nulle part. Mais unis, je pense que tout est possible en France. Si 2022 peut être ce point de départ, pourquoi pas? Mais pourquoi attendre 2022? Commençons en 2021. Et puis, dernière question, Éric Nolot. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir à 20 ans? C'est curieux que vous me posiez cette question parce que j'ai vu très récemment un documentaire sur un rocker que j'aime bien. C'est pas la passion que j'ai pour Graham Parker, par exemple, mais je l'aime bien. Il s'appelle Warren Zevon. Warren Zevon, il y a eu quelques titres qui ont marché. Il est assez connu aux États-Unis. Et puis, il a appris un jour, il est mort il y a quand même quelques années, il a appris un jour qu'il avait un cancer du poumon, si bien que la date de sa mort, il la connaissait à quelques semaines près. Donc, il fait une sorte de tournée des adieux. Il va une dernière fois à New York. Il enregistre un album, Bruce Springsteen, Jackson Browne, d'autres grands noms. Voilà, c'est la cérémonie des adieux. Et donc, il va à New York. C'est la dernière fois qu'il va à New York. Il habite à Los Angeles. Et pour la dernière fois, il participe au show de David Letterman, très grand show américain. Et il se trouve qu'il avait été invité très régulièrement. Et David Letterman, de manière très directe, mais aussi avec beaucoup de tact, il sait que c'est la dernière fois qu'il va voir Warren Zevon. Et il lui dit, est-ce que, au point où vous en êtes, vous savez quelque chose de la vie et de la mort que moi j'ignore? C'est une manière de poser la même question que vous, de manière détournée. Et Warren Zevon, après un moment de réflexion, a dit oui, et il a répondu « Enjoy your sandwich ». Voilà, profitez bien de votre sandwich. Peut-être que, évidemment que ce n'est pas audible qu'on a 20 ans, mais peut-être dire aux gens de 20 ans, savourez votre sandwich, savourez encore plus la découverte de l'amour fou d'André Breton, savourez encore plus les films de Woody Allen ou de Ozu, savourez encore plus le match de football, savourez encore plus l'histoire d'amour que vous avez. Je trouve que c'est le meilleur conseil à donner. Et si on me l'avait donné, peut-être que je l'aurais écouté, même si la chose est douteuse. Merci Éric Nolot, merci pour cet entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir à le mener. On vous a découvert sous un autre angle, avec votre amour pour la littérature, pour la nature, avec une sensibilité aussi sur les médias, avec des combats, des engagements. C'est ça qu'on cherche sur Livre Noir. C'est la 3e émission aujourd'hui et vous êtes près de 1000 abonnés. Donc merci à ceux qui nous suivent déjà. On a 4000 heures visionnées. C'est vraiment un très très bon début. Mais on a toujours besoin de vous parce qu'on est indépendant et l'indépendance, ça coûte cher. Donc n'hésitez pas à contribuer sur le lien Tipeee. Et puis continuez à vous abonner, bien sûr, à parler de nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, parlez de nous à vos amis. Et puis surtout, n'hésitez pas dans les commentaires, on vous lit. Donc à nous dire qui vous voulez qu'on invite. Si vous avez des idées, des suggestions pour améliorer notre format, n'hésitez pas, c'est le principe. C'est justement qu'on soit une vraie communauté. Donc j'ai vraiment envie que l'on continue cette émission. Aidez-nous à cela. On est aussi en podcast, d'ailleurs je le rappelle, parce qu'on a plusieurs questions à ce sujet. On est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast. Et donc merci à tous. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Très bonne soirée.